Alors, Coco Sémillon, chargé de communication du Front citoyen Togo Debout. Coco, bonjour. Bonjour Anita. Je rappelle que vous êtes médecin également, donc quand quelques questions ont touché le domaine de la santé, il saura nous éclairer sur ce plateau. Eh bien, la rentrée scolaire, c'est bien demain sur toute l'étendue du territoire national, même si la FESEN, ce syndicat, la menace d'aller en grève dès la rentrée si le gouvernement n'honore pas ses engagements. Cette date, elle est maintenue et nous savons que cette année, les frais d'inscription et de scolarité sont gratuites pour le compte de cette année scolaire, bien sûr, 2021-2022. Alors, Coco, je rappelle que vous êtes chargé de communication du Front citoyen Togo Debout et en tant que membre de la société civile, comment avez-vous accueilli cette nouvelle quand on a annoncé sur les différents médias que pas désormais, mais pour l'année académique 2021-2022, les frais d'inscription et de scolarité seront gratuits? Bon, au fait, c'est une bonne chose, mais nous, Front citoyen Togo Debout, on a dit que l'État a l'obligation de respecter le droit des citoyens. Et frais scolaires gratuits, ce n'est pas un cadeau, vous le savez très bien. Si vous prenez la constitution de notre pays, dans la constitution, on parle de accès à l'éducation et à la formation. Donc, pour s'éduquer, pour se former, normalement, l'État doit réunir les conditions. Un enfant ou bien une famille qui veut scolariser son enfant, si la famille n'a pas les moyens, l'État doit... Mais déjà, le préscolaire est déjà gratuit. Oui, je sais que cette disposition que vient prendre l'État, si je ne me trompe pas, en 2012, j'ai vu ça au Niger. Donc, l'école était gratuite au Niger, du préscolaire jusqu'en terminale. Et il semble qu'on distribuait aussi des fournitures, des outils didactiques pour accompagner les parents. Donc, je suis sûr que ça doit être peut-être une disposition de l'UEMOA, parce que vous savez que le Togo ne vit pas en vase clos. Donc, les dispositions qui se prennent là-bas, chaque pays peut-être trouve le timing pour l'exécuter. Sinon, c'est une bonne chose, mais je dis, c'est un droit pour les citoyens. Mais il faudrait que les parents contribuent également, non? Vous ne pensez pas? Je ne refuse pas, les parents vont contribuer, peut-être en supportant leurs enfants dans la prise en charge de petits déjeuners et autres choses. Vous comprenez? Donc, l'éducation, comme je viens de le dire, comment on appelle, est un rôle régalien de l'État. Donc, c'est à l'État d'assumer l'éducation, de bien former ses citoyens. L'école, la santé ne sont pas comment on appelle, du commerce, c'est des services sociaux que l'État doit apporter, comment on appelle, à ses population. concitoyens. Alors, dites-moi, est-ce que l'État pourra faire face à toutes ces dépenses-là, déjà que le syndicat, la FESEN, menace d'aller en grève? On sait, quand on dit rentrée scolaire ou bien quand on dit éducation, on sait tout ce qui rentre en jeu, et maintenant avec les revendications des enseignants, est-ce que l'État pourra faire face à tout ça là pour que nos jeunes sœurs et frères aient une bonne éducation cette année-là? L'État a intérêt de garantir d'avoir une bonne éducation à ses concitoyens. Si nous voulons avoir un pays développé, bâti, avec des citoyens nouveaux, l'État doit comprendre l'enjeu, doit investir dans l'éducation. Ce n'est pas, un pays ne se construit par les armements, ou bien un pays ne se construit par le gaspillage d'argent pour soudoyer quelques courtisans étrangers, alors, ou bien faire la volonté des Occidentaux et laisser
sa population. Ce n'est pas le cas. Si nous voulons avoir un pays digne de demain pour que les générations futures puissent bénéficier de ce que nous avons fait, nous devons investir dans l'éducation. L'État a l'obligation de faire face, comment on appelle, ces besoins qui sont exprimés par les acteurs de l'éducation. D'abord, la gratuité des écoles n'entache rien, ou bien n'enlève rien dans l'économie de l'État. L'État. Vous êtes sûr? Je suis sûr, je sais de quoi je parle. Je vous ai dit tout à l'heure que. Expliquez-nous un peu. Oui, je vous ai dit tout à l'heure que l'éducation est un service social, donc on n'a pas besoin d'intérêt dedans. L'État ne doit pas demander aux constituants de payer avant d'être formés. En réalité, puisque si la Constitution nous dit, vous avez droit à l'éducation. Mais ceux-là qui forment, on doit les payer. Ceux-là, bien sûr, eux aussi contribuent à l'évolution du pays, à l'émergence du pays. Donc l'État a l'obligation de les satisfaire. Je vous dis, avoir un État digne de ce nom, je l'ai dit tout à l'heure, avec des citoyens bien formés, développement, tout, il faut miser sur l'éducation. Donc les acteurs de l'éducation doivent être pris en compte et satisfaits. Par exemple, rentrer dans les écoles, d'ailleurs, aller dans des écoles, vous allez voir qu'on a un problème d'enseignants. Les personnels ne sont pas, comment on appelle, en nombre suffisant. Il y a ce problème. L'État doit faire tout et tout pour régler le problème du personnel enseignant. On parle des EV. Pourquoi on a besoin des enseignants et qu'il y a certains enseignants qu'on les appelle EV? Vous organisez des concours, vous ne donnez pas les résultats avant les rentrées, alors que nous avons des problèmes. Certaines écoles, vous voyez qu'il y a des cours jumelés. Par exemple, il y a un élève, ou bien la classe de ceux 1 et de ceux 2, on les met ensemble. Donc c'est ça qu'on appelle cours jumelé. CM1, CM2 jumelé. Ça veut dire quoi? Alors qu'il y a des compétences sur le terrain. Vous allez voir dans des écoles privées. D'abord, l'État, il y a des écoles privées parce que l'État a failli. L'État n'a pas pu satisfaire toute la population. L'État ne peut, en tout cas, le faire, mais l'État doit l'obligation de satisfaire la population, comme je viens de le dire. Je dis, les écoles privées sont là. Vous avez des enseignants qui sont formés, qui sont là-bas. Pour être enseignant au Togo, moi je sais que tu dois avoir un diplôme qu'on appelle CAP. C'est ça qui démontre que tu es enseignant. Alors, les gens ont ce diplôme-là. Ils sont dans des écoles privées. On ne les paye même pas. Avec cette histoire de Covid, on a vu ce que ces enseignants Alors, ont est-ce que subi. ça a à voir avec l'État quand Bien ils sûr. ne sont pas payés dans les établissements privés? Ça a à voir avec l'État. Pourquoi je dis ça? Je dis l'État a Les responsables l'obligation. de ces établissements ont perçu les frais de Si c'est que l'État avait scolarité. créé d'écoles, si c'est que l'État avait créé d'écoles suffisamment, tu penses que les privés auront, comment on appelle, la possibilité de créer encore beaucoup d'écoles comme ça? L'État a failli. Donc les privés, eux, ils viennent en aide. Les privés comme les confessionnels. C'est pour ça que ceux qui ont vécu, donc ça veut dire que nos parents, je veux parler des années 1975, ceux qui étaient là, donc ça veut dire qu'ils sont intelligents plus que nous qui sommes aujourd'hui. Parce qu'avant, il y avait comment on appelle, des conventions entre État et les confessionnels. Donc ça veut dire que l'État subventionne les écoles confessionnelles en leur fournissant des enseignants, en prenant certains enseignants en charge. Aujourd'hui, vous ne voulez pas faire des trucs comme ça. Où est-ce que nous allons? Alors que, normalement, si c'est que l'État joue réellement son rôle, vous allez voir que ces écoles privées qui pullulent partout là, on ne va pas voir des écoles privées comme ça. Vous comprenez? Donc, Alors, vous êtes contre, en quelque sorte, la création des écoles privées? pas du tout. Pas du tout. Mais je suis contre le rôle que joue l'État. Ça veut dire que l'État ne se donne pas de moyens. Nous voulons un pays développé, nous voulons des citoyens nouveaux. Nous ne voulons pas, comment on appelle, que le vice qui est en train de prendre le pas sur la vertu que nous sommes en train de constater tous. Malheureusement que la morale, beaucoup de choses quittent le rang des Togolais. Nous ne voulons plus ça. Nous voulons des citoyens dignes de ce nom, des générations futures doivent être fiers de nous, ce que nous sommes en train de faire. Donc, l'État a l'obligation de s'investir dans l'éducation. C'est pour ça que je parlais tantôt de
écoles privées que nous avons qui se pullulent un peu partout dans le pays, c'est la faute de l'État. Si vous n'arrivez pas à couvrir toute l'étendue du territoire avec vos écoles, tout ça, et les gens vous aident, il faut les aider aussi. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour ça que je dis, l'État doit prendre en compte les partenaires de l'éducation. Donc ces partenaires, ce ne sont pas seulement les enseignants du public. Non, il y a aussi les enseignants du privé qui doivent être pris en compte. C'est ce que je suis en train de dire, vous comprenez? Alors, nous savons tous qu'à chaque fois qu'on a vu avec la suppression des frais, des parallèles, comme on aime les appeler, quand il y a suppression de quelques frais, les enseignants trouvent les moyens pour créer d'autres frais. Aujourd'hui, c'est vrai que le professeur Kokoroko prend des mesures à tout moment, sort des communiqués, mais est-ce que vous pensez qu'il aura la possibilité de contrôler tous ces établissements-là aujourd'hui pour voir si on ne va pas soutirer de l'argent aux parents d'élèves? Et le ministre Kokoroko a l'obligation. Ça, ce n'est pas une question à poser. Non, je sais, de le mettre, bien sûr. Un ministre, mais n'est pas, en tout cas, un particulier qui reste dans sa société quelque part. Non, un ministre, c'est un tout. Ça veut dire qu'il a des canaux de relais un peu partout. Est-ce que vous comprenez? Les partenaires, ils sont tous là. Il a pris telle décision. Mais ce que moi, je veux demander au ministre Kokoroko, c'est qu'il doit tenir compte des réalités de ce pays. D'abord, je veux revenir sur ce qu'il avait, les notes qu'il avait sorties, bien qu'il avait sorties dernièrement, tout ça là, à propos des cours de vacances et des cours de répétition. Ça, c'est une mauvaise chose. Ah bon? Je vous le dis honnêtement. Je vous le dis. D'abord, cours de vacances. C'est vrai, c'est pour préparer les élèves qui rentrent dans une nouvelle année, dans une nouvelle classe. D'avoir le BABA, d'avoir le BABA de la classe nouvelle. Est-ce que vous comprenez? C'est une bonne chose. On ne peut pas, en tout cas, laisser les enfants aussi traîner à la maison après l'école aussi longtemps comme ça, parce que vous connaissez la mentalité des enfants. Il faut de temps en temps les coacher un peu. Hein? Les parents sont là pour ça, les répétiteurs sont là. Voilà, je ne refuse pas. Maintenant, je veux venir, j'ai parlé du cours de vacances, cours de répétition. Cours de répétition, ça s'organise selon ce que mes informations, mes enquêtes, puisque je suis un parent d'élève. Cours de répétition, les mercredis et les samedis, occupe les enfants. Selon ce qu'on m'a dit, moi, en tant qu'enseignant, j'ai donné des cours de lundi à mercredi. J'ai fait, puisque tous les jours font des évaluations, j'ai constaté que ces 3 jours-là, selon mes évaluations, ça n'a pas marché dans Il faut que je revienne un peu sur ça dans des exercices. Donc, on instaure le cours de répétition pour que on puisse revenir sur certaines leçons. Mais est-ce que vous savez que dans certains établissements, on rend ces cours de répétition obligatoires? Oui, il veut comment on appelle? Ce n'est pas de l'escroquerie. Je n'ai pas du tout. Je n'ai pas 200 francs pour envoyer mon enfant. Reste à la maison. Le problème alors, est où? pourquoi rendre ça obligatoire? On ne rend pas ça obligatoire, mais on vous dit que ça aussi fait partie. C'est ce qu'on m'a dit. C'est une obligation. C'est pas une obligation. Si. Non, pas du tout. Moi, on donne écoutez, personne ne m'oblige. Nous avons eu à faire des reportages. On donne des exercices là-bas qu'on traite et on revient en classe les donner. Alors, si vous n'êtes pas venu, vous êtes pénalisé. Pourquoi tu ne viens pas? Mes parents n'ont pas les moyens. Tes parents n'ont pas les moyens. Allez, dis ça. Si tu as la volonté, tu viens, monsieur. Aujourd'hui, mes parents n'ont pas les moyens. Je sais que l'enseignant ne peut pas renvoyer cet élève. Vous êtes sûr? Je suis sûr. Je sais de quoi je parle. L'enseignant ne peut pas renvoyer cet élève. Parce que c'est vrai. Pourquoi les parents n'ont pas les moyens? Voilà. Posons-nous cette question. Voilà. Ce n'est pas toi que je vais poser cette question. Si c'est que j'ai monsieur le ministre en face ici, je vais lui demander, monsieur le ministre, pourquoi 200 francs un parent peut dire qu'il n'en a pas? Interrogeons-nous sur la gouvernance du pays, sur le partage des biens. Sur le partage des biens. Pourquoi un enseignant qui est fatigué après avoir enseigné le matin, le soir, il veut que coûte organiser un cours de répétition, ou bien le samedi, il quitte sa maison pour venir organiser encore un cours de répétition? Pourquoi il veut le faire? Peut-être que ce qu'on lui donne ne suffit pas. Vous comprenez?
Donc, nous devons nous interroger sur un certain nombre de choses afin de prendre des décisions. C'est ce que moi je veux dire au ministre Kokoko, de tenir compte des réalités du pays et du secteur. Moi, en tout cas, je veux voir monsieur le ministre sur d'autres chantiers, plus que ce qu'il est en train de faire là. Par exemple, la réforme de l'éducation. Le réforme. Il faut commencer par quelque part. On commence toujours par quelque part. J'ai dit, les réformes de l'éducation. Il faut qu'il réforme le système éducatif. C'est cette réforme. Est-ce que vous comprenez? Il faut que le ministre fasse des réformes en profondeur. Est-ce que ces cours-là, ces leçons-là, est-ce que ces leçons sont nécessaires? Il faut enseigner ça aux élèves. Qu'est-ce qu'il faut enseigner compte tenu de nos réalités, compte tenu du besoin? Peut-être qu'on va en arriver là. Il faut qu'il en arrive là, c'est ce qu'on attend de lui. C'est ce qu'on attend de lui. Par exemple, prenons les cours primaires. Les cours primaires, c'est des cycles. Par exemple, CP1, CP2, CE1, CE2, CM1, CM2. Il faut former des enseignants selon les cycles pour avoir un bon rendement. J'ai suivi à la télé la dernière fois sur une chaîne béninoise où on parlait de numérisation des fiches. Ici, au Togo, c'est un tabou, puisque un jour, j'ai amené mon garçon à l'école. Bon, en fait, il avait un malaise, nous sommes partis à l'hôpital. Au retour, je l'ai amené pour expliquer ça au directeur. Voilà, j'ai vu le directeur avec son adjoint qui sont en train de se tirailler. Oh, qu'est-ce qui se passe? J'étais là. Le parent d'élève. Devant moi, le parent d'élève. Non, il faisait ça avant mon arrivée. Donc, j'ai suivi la scène. Et le gars m'a présenté des fiches. C'était, comment on appelle, version numérique. Il m'a présenté ça. Et il a dit, voilà les leçons qu'il va passer cette semaine. Il a tapé ça dans l'ordinateur, il a sorti ça. Et il a donné ça à son directeur d'école. Le directeur a dit, non, il ne veut pas ça, mais il veut qu'il copie ça sur des feuilles. Et lui apporter ça. Il a dit, non. Que c'est ça le premier? Il dit, c'est vrai. Il a dit, oui. Il a dit, bon, d'accord. J'ai approché le directeur. Monsieur le directeur, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ce que l'enseignant dit, oui, que c'est ça. Il doit écrire ça sur des trucs. Que ça là, qu'il ne veut pas. Il a dit, non, monsieur le directeur. Est-ce que ça là, il va recopier ça sur... Si c'est ce que les autres font, il est obligé de non, pas faire du tout. aussi, Non, laissez-moi vous dire. Il faut respecter la loi. La loi, c'est la loi. Si c'est ce que les autres font, c'est des réformes. il est obligé de... Non, pourquoi les autres doivent faire des trucs comme ça? Ils ne sont pas... Et comment on appelle l'Antiquité? Les choses évoluent. Les choses évoluent. C'est de ces réformes-là... Pas du tout. C'est de ces réformes-là que je parle, que l'État, ou bien le ministre Kokoko doit faire de tout pour en arriver là. Est-ce que vous comprenez? Donc, alors, nous espérons qu'il a pris bonne note et que peut-être à l'année prochaine, voilà. On va nous annoncer ça. Alors, rapidement, puisque nous n'avons plus assez de temps, nous allons parler à présent de la gestion faite par le gouvernement à propos de cette crise-là. Dites-moi, que pensez-vous de la stratégie qu'utilise le gouvernement togolais aujourd'hui pour limiter la propagation du virus? Je parlais de la COVID-19, bien sûr. Quelle stratégie? Fermeture des églises? C'est pas seulement les églises, il y a les des bars et tout ça là, c'est ça? Ici, c'est le Togo, non? Il y a quelqu'un qui a dit la dernière fois que le Togo n'est pas une sous-préfecture des pays de la sous-région. Oui, c'est vrai. Mais, il faut tenir compte des réalités du pays. On doit copier ce qui est bon. Stratégie, moi je ne sais pas. Fermer une église n'est pas une stratégie. Il n'y a pas seulement la fermeture des églises. Oui, vous parlez des bars aussi. Il y a le pass vaccinal aussi qui est obligatoire à certains endroits. Et vous savez, à certains endroits, obligatoire. Est-ce que le vaccin, si tous les Togolais veulent sortir maintenant pour aller se faire vacciner, est-ce qu'ils auront les vaccins? Les vaccins ne sont pas disponibles. Actuellement, les vaccins sont là. Oh. Il y a des choses que vous dites. Quand les gens arrivent sur place, ils trouvent le contraire. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez? Donc, cette histoire de vaccin-là,
nous devons prendre la hauteur pour gérer ça. Est-ce que nous sommes en train de faire autre chose et dire autre chose? Il y a cette question aussi qu'il faut se poser. Sinon, fermer une église, moi je ne trouve pas que c'est une bonne chose. Est-ce que vous comprenez? Vous avez peut-être des propositions parce que oui. Il ne sert à rien de dire je ne suis pas d'accord avec cette stratégie. Il faut proposer quelque chose. Ils nous suivent dans cette émission. Ah bon? Ils n'ont qu'à, comment on appelle, alléger la situation au Togolais. Les gens en ont marre. Si ils font le sondage, ouais, je vais en venir. S'ils font le sondage dans des maisons, ils vont voir combien de parents n'ont pas de moyens d'abord pour payer des fournitures pour ces élèves. Ceux qui, vu la situation ou bien l'état défectueux de nos infrastructures scolaires, je veux parler de nombre pléthorique des élèves qui restent dans les classes, ont préféré amener les élèves ou bien les enfants dans les écoles privées, n'ont pas aujourd'hui les moyens pour aller payer première tranche pour que les enfants puissent commencer l'école demain. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous comprenez? C'est parce que ils ont bloqué des choses avec cette histoire de Covid que des gens ne maîtrisent plus maintenant parce que ça devient redondant et les gens se posent des questions. Ça, ce n'est pas seulement une crise de confiance, hein, mais c'est que les gens s'interrogent. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous comprenez? Les gens se posent des questions. Donc, si moi j'ai un conseil, bien, on a quelque chose à proposer, c'est de revoir ces mesures-là, purement et simplement. C'est vrai qu'on dit, là, le Code de la santé, dans son article 66, le ministre de la Santé peut rendre obligatoire la vaccination dans la zone de pandémie. Dans la zone. C'est vrai qu'ils ont la cartographie du pays. Ils savent que le Grand Lomé, peut-être que la pandémie, comment on appelle, sévit. Maintenant, ils peuvent peut-être le rendre obligatoire à Lomé et dans des autres localités, laisser les gens vaquer librement leurs occupations. Fermer les bars, je ne sais pas pourquoi. Ils ferment les bars, des grands bars. Pourquoi ils les ferment? Je ne sais pas. Allez, je vais vous dire, allez à la plage de Lobé, au niveau de l'hôtel. On ne fait pas de pub. Hein? Non, je ne fais pas du tout de pub. Je vais vous dire pourquoi je cite ce bar. Au niveau de l'hôtel de la Paix, en face. J'ai rencontré le monsieur. Oh, frère, comment ça va? Ce qui se passe, c'est tout. Je lui ai demandé combien de personnes il embauche ici. Il m'a dit plus de 50 personnes qu'il embauche. Ces 50 personnes-là sont où? À la maison. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Ce n'est pas normal. C'est de ça que nous parlons. C'est la vie de nos concitoyens qui nous importe ici. Nous, on s'en fout de l'intérêt mesquin de qui que ce soit. Ça ne nous intéresse pas. Alors, Monsieur Coco, nous arrivons à la fin de notre entretien. Donc, malheureusement, oui, allez-y rapidement. Donc, il ne faut pas que ces mesures tirées par des cheveux là puissent venir, comment on appelle, détruire nos concitoyens. Parce qu'on ne sait pas de quoi ces gens-là qui sont, comment on appelle, mis sur les carreaux dans cette histoire de Covid, qu'eux-mêmes ils ne maîtrisent pas. Combien de personnes ça détruit? Quelle nouvelle maladie? Qui dit que c'est une nouvelle maladie? Qui le dit? Ce n'est pas une nouvelle maladie. Quand on parle de coronavirus, va fouiller dans les archives, tu vas une fois parler, tu vas entendre au moins une fois parler de coronavirus. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que nous demandons aux grands professeurs, de réfléchir. Merci à vous, Coco Sémillon, d'avoir fait les déplacements. Nous espérons vous retrouver très prochainement, peut-être en tant que docteur, pour avoir des conseils sur ce plateau. Mesdames et messieurs, ce sera la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain à partir de 13h.